Vous savez que la capitale des Montgolfières, c'est bien sûr ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, où on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pilotes qui ont été formés depuis, parfois même de père en fils dans certains cas. Et c'est toujours intéressant de voir, il y en a qui en font leur carrière, il y en a aussi qui s'investissent, qui se donnent des défis, des challenges et qui, dans certains cas, vont finir par établir des records. Vous avez peut-être vu, il y a 2 semaines à peu près, dans le Canada français, à la une, ce record établi par Sébastien Poupard. Et c'est drôle parce que quelques jours auparavant, un de ses amis en secret m'avait dit « Ouais, mais il faut que tu invites ce gars-là en entrevue, c'est incroyable ce qu'il fait. » Bien, on l'a invité, il est avec nous. Sébastien Poupard, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Bon, pilote de Montgolfière depuis combien de temps déjà? J'ai eu ma licence en 2006, fait que tout près de 20 ans. Combien d'heures de vol? J'arrive tout près de 1000, là. Ça devrait se faire cet été. Bon. T'es arrivé pilote de Montgolfière. C'est arrivé comment dans ta vie? C'est un peu un concours de circonstances. Je viens de Saint-Jean et puis je pense que depuis, j'ai ça quelque part dans le sang, dans les gènes. Depuis que je suis tout petit, ça m'a toujours intéressé. Et puis après ça, de fil en aiguille, j'avais un collègue qui est aussi pilote, Julien Turcotte, qui était un de mes amis au secondaire. On s'est suivi secondaire, à l'université, etc. Puis bref, il faisait de la poursuite pour Richard Vaillancourt. Oui. Puis je suis rentré dans l'équipe tranquillement, pas vite. Puis là, de fil en aiguille, rencontré Daniel Turcotte, qui était instructeur, qui ouvrait l'école de pilotage à Saint-Jean. Fait qu'on a fait, lui et moi, Julien, on a fait partie de la première équipe, premier groupe qui a été formé par le PMQ. Puis de fil en aiguille, on fait notre licence, etc. Bon. 2006, 1000 heures de vol plus tard, qu'est-ce qui te passionne encore autant de voler, de piloter de Montgolfière? C'est la calme, c'est la stabilité, la tranquillité qu'on a à bord. Chaque vol est un défi parce que, contrairement à n'importe quoi d'autre qui vole, on a plus ou moins le contrôle sur où on peut aller. On joue avec la hauteur, puis on joue avec les éléments qui nous sont offerts pour arriver à bon port. Donc, c'est vraiment différent de ce qu'il y a n'importe quoi d'autre qui vole. Puis ça reste un petit challenge à chaque vol, finalement, qui est différent, qui est intéressant. À quel moment on décide de s'inscrire dans des compétitions? Là, il y a le championnat aussi qui s'en vient prochainement, où on se crée même nos propres défis, là, comme celui que tu as fait le 20 février dernier. Je pense que c'est propre à chacun. On cherche tous un petit quelque chose en faisant du ballon. Puis, dans mon cas, c'est voir comment on peut aller plus haut, plus loin, faire des vols différents. Et puis, parce que, c'est le fun voler à Saint-Jean, mais veut pas, quand ça fait 700-800 fois qu'on fait les vols à Saint-Jean, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Aller voler ailleurs, faire un plus long vol, etc. Fait que c'est dans cette lignée-là, je pense qu'à un moment donné, on cherche d'autres choses. Bon, parlons du projet du 20 février dernier, où tu as parcouru 289 km sur une durée d'environ 3h45. On comprend que l'hiver, il fait moins chaud, donc moins de propane. Puis évidemment, les heures de vol sont un petit peu plus étendues, donc on peut se permettre de faire des vols de 3-4 heures et ça prend moins de propane, donc il n'y a pas cette contrainte-là. Explique-nous un peu comment le projet est-il arrivé sur la table? En 2020, avec Johan François, que tu as déjà vu interviewer, on avait fait le record de durée canadien. On avait fait tout près de 10 heures de vol. Puis là, suite à ça, what's next? Fait que j'avais commencé à penser à la distance. Au début, on pensait le faire à 2. Puis là, à force de faire des calculs, etc., je me dis, malheureusement pour Johan, j'enlève Johan, puis je mets un réservoir de propane. Ça me donne une latitude de plus. Fait que c'est à partir de là que, tranquillement, pas vite, on a commencé à germiner ça dans ma tête. Et puis, de fil en aiguille, à partir de l'hiver passé, on a surveillé la météo. Malheureusement, l'hiver passé, il y a peut-être une fois qu'on aurait pu essayer, mais c'était un petit peu limite. Et puis là, cet hiver, on attendait encore une fois la bonne météo, puis elle s'est présentée le 20, puis go, on s'asselle. Qu'est-ce que ça prenait comme conditions météorologiques, disons, pointues, spéciales, pour faire ce genre de vol-là? Au niveau météo, puis il n'y a pas juste météo, mais au niveau météo, ça prend idéalement des vents calmes au sol. C'est la première chose, même chose qu'un vol normal. Par contre, en altitude, le plus bas possible, j'espérais autour de 5-6 000 pieds, déjà rouler à 50-60 km/h. Puis, moi, c'était un vol sans oxygène, fait que j'étais limité à 10 000 pieds, puis une demi-heure entre 10 000 et 12 500 pieds par les règles de l'air, sinon ça prend l'oxygène à bord. Donc, avoir cette hauteur-là, au moins 80-90 km/h de vent pour me déplacer. Parce que c'est ça, j'avais soumis quelques trajectoires à Nav Canada pour éviter Montréal, mais je passais quand même un peu proche dans certaines trajectoires, puis ils me les ont refusées. Fait que ça me forçait à vraiment passer dans une zone qui était très boisée au début du vol. On est parti dans la Ferme-Neuve, au nord de Mont-Laurier.
Fait que de Fermeneuve jusqu'à temps qu'on est arrivé à Rawdon, bien, c'est complètement dans le bois. Fait que je ne veux pas prendre 4 heures en étant très chargé de propane, très lourd, donc avec plus grosse consommation, à monter haut, donc plus d'énergie à brûler pour être capable de monter en altitude, d'aller chercher la vitesse. On ne veut pas passer trop de temps à brûler du carburant, puis sortir du bois, puis il faut atterrir, ou s'il y a une avarie, ou si on ne se déplace pas assez vite, bien, on est pris dans le bois. Fait que c'est toutes ces contraintes-là qu'il faut mettre ensemble pour arriver à faire ça. Donc, il y a les conditions météo qui sont très pointues. Il y a aussi les autorisations, les permissions. Tu as parlé de NAV Canada, parce qu'en même temps, bon, dans le cadre d'un festival, tout est encadré, mais quand on vole comme ça en solo, je comprends qu'on est à 10 000 pieds et moins, mais il reste quand même qu'on peut croiser des avions. Je comprends que les montgolfières, c'est un peu comme les voiliers, ça, sur l'eau. C'est-à-dire que c'est la priorité. Hein, on a totalement priorité parce que les avions, les hélicoptères peuvent se tasser à droite ou à gauche, pas nous. Fait que c'est à eux de nous laisser. Cependant, si c'est prévu qu'on croise des trajectoires d'entrée ou de sortie d'aéronefs, bien, ils peuvent nous demander ou nous restreindre à certaines altitudes pour dégager le trafic. Puis là, ben moi, c'est le genre de contrainte que je voulais pas avoir dans mon cas. Fait qu'il fallait avoir vraiment une trajectoire qui était favorable. Là. Bon, donc là, tu as eu les autorisations, la météo était bonne, donc vous avez décollé dans le pourtour, disons, de Mont-Laurier, dans les Laurentides. On sait c'est où à peu près. Pourquoi Mont-Laurier? Pourquoi? Parce que tu voulais être le plus au nord possible, quoi, pour... Oui, bien là, en fait, plus facile? Le record à battre, c'était 278 points quelque chose kilomètres, là, 279 grosso modo. Puis... pour avoir la trajectoire, là, il y avait un pilote ontarien, Bill Wallin, qui m'avait toujours dit, ben, tu veux partir d'un endroit très boisé, puis aller atterrir dans un endroit ouvert, dégagé, pour avoir des options pour l'atterrissage. Donc, pour avoir cette distance-là, initialement, je visais 300 km et plus. Il n'y a pas énormément de trajectoires possibles dans le Québec. Là, fait que, puis les zones potentielles, on parle de finir autour de soit la Rive-Sud de Québec ou... Si on fait un arc de cercle, on se tâche jusqu'à Sherbrooke, Quaticook. Fait qu'il fallait finir quelque part là-dedans. Puis là, ben, une distance de 300 km, ça nous amenait dans la région de Maniwaki, Mont-Laurier. Là. Bon, parce que là, tu as atterri à Saint-Claude. Oui. C'est où ça? Grosso modo, si on fait un triangle entre Richmond, Windsor et Val-des-Sources, à peu près dans le milieu, là, un petit peu vers... C'est des Bois-Francs, un peu, c'est ça? Hein? C'est un petit peu au nord de Sherbrooke, nord-ouest de Sherbrooke. Ah, quand même, OK. Ah, quand même, c'est toute une distance. C'est une bonne distance. C'était plus rapide en ballon qu'en auto. Oui, mais tu sais, on va dire, c'est sûr qu'à vol d'oiseau, c'est une chose, on est en ligne droite, mais il reste quand même que de partir de Mont-Laurier puis s'en aller au nord de Sherbrooke. C'est une bonne ligne. C'est une bonne ligne, là. Donc, mais quand tu fais le vol, évidemment, tu suis tes appareils et tout ça, mais qu'on soit à 2 000, 5 000 ou 10 000 pieds, ça fait pas une grande différence pour le pilote, non? Pour le pilote, ça fait pas une grosse différence. Les objets sont plus loin en bas, mais c'est tout, puis on suit le vent. Et que tu aies des vents de 20, 50 ou 80 km/h, à moins que tu me dises le contraire, quand tu es dans le ballon, tu le sens pas vraiment non plus. Aucunement. Tu le sens pas? Ça défile plus vite, moins vite en bas, mais on n'a aucune différence. C'est vraiment au moment où on monte, où on descend, puis que là, on est dans les changements de vitesse, qu'on va sentir un petit vent relatif en ballon, mais c'est tout. Bon, c'était quoi la consommation de propane? Parce qu'il faisait quoi comme degré ce jour-là? Il faisait froid ou pas? Il faisait passablement froid le matin quand on s'est installé. Il faisait moins 29. Quand même. Mais c'était un moins 29 très sec. C'était une journée qui était très, très sèche. Fait qu'on était quand même confortable. On était bien habillés, naturellement, mais pour les conditions, on était confortable. Et puis, la consommation, honnêtement, j'ai pris, j'essaie de me rappeler, hein, j'ai pris à peu près 280 litres au total. J'avais 400 litres de propane à bord, puis j'en ai pris 280 pour le vol. Fait que c'était quand même, c'est à peu près selon ce que j'avais estimé. Hein. Donc, c'est un record canadien. Potentiellement, là, il est en attente d'homologation. Mais c'est pas un record mondial. Non. Le record mondial, là, on parle de, je me souviens plus, là, 1200, 1400 km, là, c'est à peu près inatteignable avec les équipements que j'ai. Puis l'espace au Québec, là, on oublie ça aussi. Bon. Je reviens au vol de 10 heures. Là. C'était quoi comme vol, ça? Cet autre, disons, défi? L'autre défi, c'est un petit défi. Johan et moi, on avait volé 2-3 ans avant ensemble. Un premier vol, on s'est amusé. Puis on va essayer. Finalement, la consommation était bonne. C'est pourquoi on n'essaye pas de voir pour le record. Fait qu'on a fait un deuxième vol de pratique et puis finalement, le record qui était 8h10, en 2020, ensemble, on est parti de Saint-Hyacinthe. On a volé pratiquement sur place toute la journée. Puis on a fait 9h54. C'était comme une journée pas de vent. Là, encore, ça prend une journée là, très, très, très calme, très idéale. Dans le fond, on veut limiter les mouvements up and down donc, vous n'avez pas fait une grande distance, mais vous avez été dans les airs pendant 10 heures de temps. 10 heures de temps, là, c'est ça. Là, là c'est quoi le prochain défi?
Prochain défi, là, pour cette année, on se concentre sur le championnat du monde. On participe au championnat du monde en Hongrie début septembre. Fait qu'on se concentre là-dessus, recherche de commanditaires, préparation des trajets, des vols de pratique là-bas, etc. Fait qu'il y a passablement de choses à faire là-dessus. Là. Bon. La montgolfière, bon, il y a le ballon, il y a le pilote, mais il y a surtout l'équipe. Oui. Et ça, il ne faut jamais sous-estimer ça. Je ne parle pas juste de l'équipe de poursuite, mais l'équipe de manière très, très, très élargie. Parle-nous de ça, parce que ça, les gens ne le savent pas toujours, comment c'est important d'être entouré quand on fait du ballon. Il n'y a rien qui se fait. À la limite, sur un petit ballon, ça peut se faire. On décolle dans notre cours, puis on s'arrange avec un taxi ou quoi de même pour revenir. Mais en général, un ballon normal, un vol normal, ça prend les gens autour, ça prend nécessairement... Ça prend quelqu'un qui nous tient la corde, ça nous prend une équipe qui vient nous chercher où on atterrit, la relation avec les agriculteurs là-dedans, eux, on les oublie souvent, mais ils font quelque part partie de l'équipe aussi. Donc, ça prend un tout qui implique plein de gens pour être capable de faire ce beau sport-là. Et un défi comme celui-là, on en rajoute une couche. Là. On en rajoute une couche parce que, comme je disais tantôt, ça a été plus rapide de se rendre en ballon que de se rendre en véhicule. Fait qu'on avait une équipe qui m'a suivi la veille dans le coin de Mont-Laurier pour décoller, mais sachant qu'il n'allait pas être prêt pour l'atterrissage, puis ça prend des gens qui mesurent, qui prennent des relevés, etc., pour être capable d'homologuer. Fait que j'avais une deuxième équipe qui m'attendait à partir de Drummondville pour être capable de me suivre et être présent à l'atterrissage. Donc, Ils sont deux arrivés équipes de pile poil. poursuite. Là. 2 équipes de poursuite. C'est beaucoup de logistique pour ce genre de vol-là. Puis là, tu as parlé quoi? Des collègues pilotes, Météo Canada, NAV Canada. Je veux dire, c'est ça, là, ça implique beaucoup de monde. Ça implique là. beaucoup de gens. Là. Le matin même, c'est ça, NAV Canada, avoir les codes transpondeurs, confirmer la trajectoire, etc., revalider la météo qu'on me donne, du puis c'est pas tant bon. Fait qu'appelle un collègue ici, dit t'en penses quoi? Ça a l'air de quoi? Dit, ah non, c'est pas couvert comme ils disent, c'est dégagé, t'es correct, on y va. T'as pas croisé d'avion? Non, j'en ai entendu plusieurs. J'en ai un qui est peut-être passé une couple de kilomètres. Là, je l'ai vu monter, mais sinon, j'étais tranquille. La plupart étaient en bas de moi. Durant le 3h45 que ça dure, là, je comprends que tu en as déjà fait un de 10 heures, là, mais à quoi tu penses? Les premiers 2 heures étaient assez intense parce que, bon, comme je disais tantôt, c'était du bois. S'il arrive quoi que ce soit, je suis dans le trouble. Là. Je suis au nord de Mont-Tremblant. Je suis à 15-20 km de la route la plus proche. Si les vents changent de bord ou peu importe, là, t'es cuit un peu. C'est ça. Puis il m'avait dit, si tu arrives en direction de Mirabel, ben on ne pourra pas te laisser passer. Je dis, je comprends. Par contre, il faut que vous me laissiez sortir du bois parce qu'avant ça, j'aurais rien. Fait que je vais traverser le bois, je vais atterrir, c'est de quoi. Mais non, le premier 2 heures, puis contrairement avec 2020, où tu es à 2, tu gères les situations à 2, tu prends les décisions à 2, tout ça, là, tu es tout seul avec toi, puis tu te dis, bon, faut pas que ça aille mal. Sébastien Poupard, félicitations. Merci. Bravo. Puis écoute, bonne chance pour la suite. J'ai l'impression que la carrière de pilote est loin d'être terminée. Et bonne chance pour le championnat mondial. Bien, merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.